Bonjour, je suis Dr Shaima Marout, résidente en troisième année au service de d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Fès. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Nazeuz. Donc, professeur, bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir avec nous pour discuter un sujet important qui est le kyste hydatique du foie, qui est une pathologie assez fréquente dans le pourtour méditerranéen et particulièrement chez nous au Maroc. Donc certes, c'est une pathologie qui est bénigne, mais qui peut être responsable de certaines complications, parfois sévères, voire carrément mortelles. Exact. Donc ma première question pour vous, professeur, portera sur le diagnostic positif du kyste hydatique du foie. Donc on sait tous que l'échographie, c'est le moyen déjà de première intention. Elle est sensible dans le diagnostic positif et dans la classification du kyste hydatique. Quelle est la place du scanner et de l'IRM dans ce diagnostic? Tout d'abord, rapidement, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette séance que vous appelez Mythe d'experts. Je voudrais remercier, féliciter bien sûr tout le président de la SMED et tout le bureau pour cette initiative que je considère une initiative vraiment très intéressante en matière de FMC. Le kyste hydatique, effectivement, il est fréquent au Maroc. Nous avons fait une étude tout récemment qui a été publiée à Pulse Neglected Disease en 2017 et malheureusement on a eu une prévalence de 1,9% dans la région de Moyen Atlas, Ifrane, Timhatit et El Hajib. Donc pour vous dire que c'est une maladie qui est encore là. Effectivement, le diagnostic est une étape très importante avant les complications. L'échographie est et restera le meilleur moyen diagnostic de l'échinococose kystique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle nomenclature, on ne parle plus de kyste hydatique, on parle échinococose kystique. C'est un comité d'experts qui s'est réuni. L'article a été publié en 2020 en Parasite. C'est Dominique Vuitton avec beaucoup d'experts à travers le monde entier. Et on parle aujourd'hui d'échinococose kystique. Le kyste hydatique est une appellation, est une dénomination qui doit être abandonnée. L'échographie permet non seulement de faire le diagnostic, mais aussi de classer la maladie. Et cette classification débouche sur une attitude thérapeutique. C'est la nouvelle classification de l'OMS, qui classe les kystes CE1, CE2, CE3A, CE3B, CE5. Le CE1 est assez caractéristique. On n'a besoin de rien pour diagnostic. Pour revenir à votre question. Le CE3A, on n'a besoin de rien pour diagnostic. L'échographie est du pathognomonique. Je dis bien pathognomonique. Le CE1, double contour. Kyste hydatique. Le CE3, membrane détachée. C'est pathognomonique. Le CE3B, moins pathognomonique, mais évocateur. Le pseudotumoral pose problème. Donc finalement, pour revenir à ta question, le multivésiculaire en IDAB, l'échographie caractéristique. Je ne demande rien après. Quand est-ce que je vais aller à un scanner ou à une IRM? Et le mieux, une IRM, moins qu'un scanner, parce que tout ce qui est masse liquidien du foie, l'IRM est meilleur. C'est les kystes où je n'ai pas l'aspect typique et les kystes pseudotumoraux, le stade 4, le CE4. Dans ce cas-là, demander une imagerie dynamique telle qu'un scanner et le mieux une IRM serait la bienvenue. D'accord. Très bien. Alors, toujours dans le diagnostic positif, quelle est la place de la sérologie hydatique en pratique? Excellente question. La sérologie, il faut savoir qu'il y a trois types de sérologie. Il y a l'immunofluorescence, il y a l'ELISA, il y a l'hémagglutинation. Premier message si jamais on doit demander une sérologie, il faut demander deux. Et les mieux qu'il faut demander, c'est ELISA et hémagglutинation. Il faut deux. C'est important. Le problème de la sérologie, et je dis toujours ça, je viens de rentrer d'une grande conférence à Saint-Raphaël en France, la Société francophone de médecine tropicale m'a invité pour faire une conférence sur la thématique. J'ai dit la sérologie est une fausse compagnie lorsqu'on a besoin d'elle. Autrement dit, c'est dans les cas douteux où la sérologie n'est pas typique. C'est-à-dire, dans les kystes, dans l'échinococose kystique stade 1 CE1, dans 40%, c'est négatif. Lorsque vous avez un kyste monovésiculaire, la sérologie reviendra négative une fois sur deux. Dans les kystes pseudotumoraux, c'est-à-dire les extrêmes, il te fausse compagnie. Alors que dans les formes multivésiculaires et avec membrane détachée, c'est positif. Donc finalement, là, on ne demandera la sérologie que dans les cas où on a une formation kystique sans double contour et lorsqu'on a un kyste avec un aspect pseudotumoral. Dans ces deux,
un cas sur deux, la sérologie est négative. Donc, si on doit demander la sérologie dans ces deux situations, et seulement dans ces deux situations, dans le reste, on ne demandera pas de sérologie, c'est deux. Et si vous avez un résultat discordant, et vous avez encore un doute malgré le fait qu'ils sont les deux négatifs, la solution, c'est le Western blot. C'est extraordinaire et il faut connaître cette indication. On ne le demande pas d'emblée, on le demande lorsque nous avons un vrai doute sur des critères épidémiologiques, cliniques, et l'échographie n'est pas contributive et l'imagerie en coupe IRM de préférence à une TDM n'a pas tranché, on fera un Western blot. Bien, c'est très clair. Alors maintenant, pouvez-vous nous parler brièvement des différentes complications du kyste hydatique du foie? La principale complication est la fistule biliaire. À l'hôpital Ibn Sina, un excellent papier a été publié dans BMC Chirurgie, médecine chirurgie A, 627 malades. 625 malades, soit 25,3, au moins le quart, ont été admis avec déjà la complication. Donc la principale complication de la fistule biliaire. Et la fistule biliaire appelle une deuxième complication, c'est l'infection. Dès qu'un kyste biliaire, un kyste se rend ou se fistule dans le voie biliaire, il y a l'infection. Donc nous avons deux principales complications, la fistule biliaire et l'infection. Bien sûr, il y en aura d'autres. C'est la rupture carrément dans les voies biliaires, avec bien sûr le risque d'angiocolite. Et malheureusement, c'est parfois aussi la rupture en pleine cavité péritoniale, avec bien sûr le risque de choc anaphylactique et le risque de ce qu'on appelle une péritonite encapsulante. Nous avons déjà publié un cas sur cette thématique. Donc voilà les principales complications. Bien sûr, on peut avoir des réactions allergiques qui peuvent accompagner, mais gardez en tête essentiellement la fistule biliaire, l'infection, la rupture dans les voies biliaires et avec l'angiocolite. Il y a eu des cas de pancréatite aiguë. D'accord. Oui, lorsqu'il y a la rupture dans les voies biliaires et la membrane vient se obstruer et se bloquer au niveau de l'ampoule, il y a des cas de pancréatite sur KH rempli dans les voies biliaires. Donc la pancréatite isolée. Pancréatite aiguë. Pancréatite avec angiocolite. Il peut y avoir, s'il y a une obstruction, il se peut qu'il y ait aussi de l'angiocolite. Mais il y a des cas de pancréatite aiguë qui sont déclarés après donc un KH qui se rend dans les voies biliaires. Voilà les principales complications de l'échinococose kystique. Très bien. Donc on a diagnostiqué le kyste hydatique. Maintenant, quand est-ce qu'il faut traiter et par quel moyen? La nouvelle classification de l'OMS a l'avantage par rapport à la classification d'Arabi qui a été publiée en 2021 et à qui je rends un grand hommage parce que c'est le premier qui a fait cette classification depuis 1981. Cette classification est restée la classification qu'on utilise jusqu'à 2003 où le groupe OMS a publié la première classification que je vais vous citer qui est aujourd'hui la référence et qui est aujourd'hui le standard. Pourquoi? Parce que c'est une classification qui permet aussi une prise en charge thérapeutique. Et on sait aujourd'hui que nous avons 5 stades. Mais je les classe en 3 phases. Les kystes, les échinococoses kystiques fertiles, les échinococoses kystiques en phase de transition et les échinococoses kystiques inactifs. Les échinococoses kystiques, les kystes actifs, sont les kystes CE1, c'est-à-dire une seule cavité, les kystes multivésiculaires, les CO2, et les CE3A et B. Tous ces kystes sont fertiles, ils sont à traiter. Les kystes CE3, 4 et CE5, je lance un appel, un vrai appel, notamment pour les 4. Prière de ne pas les opérer. Prière de ne pas les toucher. C'est des kystes qui sont morts. La seule complication qui peut survenir sur un kyste stade 4, c'est l'infection. C'est l'infection. C'est pourquoi on continue à leur faire une échographie tous les ans sur une période de 5 à 10 ans. Donc un KH, CE4, CE5. À ne pas toucher. L'attitude de notre groupe, parce que je fais partie du groupe d'experts de l'OMS sur la question, nous sommes en train de rédiger les nouvelles guidelines qui vont sortir bientôt, disent une chose. Nous défendons cette attitude. Watch and wait. Mais watch, what does it mean? Surveiller. Mais wait, don't touch. N'opère pas, ne traite pas, ne donne pas de traitement médical pour quelqu'un qui est CE4, CE5.
Il y a encore des malades CE4 qui sont opérés dans notre pays. D'accord, donc message important pour les Très gastro et important. pour les chirurgiens aussi. Tout le monde. Très bien, d'accord. Alors la question suivante portera sur la technique PER. Professeur, vous êtes parmi les experts marocains les plus expérimentés dans cette technique. Donc pouvez-vous nous parler brièvement de ces techniques, ces indications, ces complications et ces taux de succès? Nous avons introduit cette technique au Maroc en 1995. Première paire faite en 94-95, sachant que la paire a été mise au point. Et là aussi, je rends un grand hommage. L'histoire est importante, il ne faut jamais l'oublier. Je rends un grand hommage au professeur Gergouri et professeur Benamar de Tunisie, de Tunis, qui ont fait les 2 cas de première paire dans le monde en 1986. La paire a démarré en Tunisie. C'est important. Donc la paire, c'est quelque chose de non invasif, quelque chose qui se fait en 1 heure sous anesthésie locale. Le malade peut quitter le lendemain ou le soir, même si on a fait le geste le matin. La paire s'adresse aux kystes actifs. La paire s'adresse à 2 types de kystes. Les monovésiculaires, une seule cavité kystique, c'est-à-dire les CE1, et les kystes avec membrane détachée qui flotte, les CE3A. Mais à une condition, qu'il n'y ait pas de fistule biliaire et qu'ils ne soient pas superficiels. S'ils sont superficiels, il faut essayer de les aborder toujours à travers du parenchyme, ne jamais les aborder directement. Et s'il y a une fistule biliaire, il ne faut jamais injecter le scolicide. On va créer de manière artificielle, iatrogène, une cholangite chimique sclérose. Donc voilà les précautions. On a toujours dit le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique ne se produira que lorsque vous faites une mauvaise technique, c'est-à-dire vous abordez un kyste superficiel, sans parenchyme protecteur. Respectez toujours 2 à 3 cm de parenchyme avant d'approcher un kyste, vous n'aurez jamais de choc anaphylactique. Pour faire une paire, il faut toujours la faire sur prophylaxie par albendazole, au moins la veille et 1 mois après. 400 mg matin et soir, et chez l'enfant, c'est 10 mg par kilo et par jour, divisé en 2 doses, une le matin et une le soir. Dire toujours aux patients de prendre l'albendazole au milieu de repas avec un repas gras. Il sera mieux absorbé et on aura un CMI très élevé. Et il faudra toujours surveiller l'acétolyse et la cholestase. C'est un médicament qui peut donner une hépatite cytolytique mixte, rarement cytolytique seule, mais souvent elle est cytolytique et cholestatique. Donc on surveille par les transaminases et la bilirubine le malade avant de donner et 1 mois après. D'accord. Et pour les petits kystes inférieurs à 5 cm, est-ce qu'on peut proposer cette technique pour les traiter ou pas? J'étais dans le comité d'experts qui a édité les recommandations en 2010. On était à Besançon, on est resté 4 jours. Il y a eu un grand débat. Les Européens disent qu'à moins de 5 cm, on peut se contenter d'un traitement médical seul, basé sur un certain nombre d'études qui ont été faites en Europe. Je ne dis pas non, oui. Un kyste hydatique, moins de 5 cm, peut être traité 3 à 6 mois par de l'albendazole. Il peut régresser, mais il peut récidiver dans un grand nombre de cas. C'est la raison pour laquelle je défends toujours, et mes amis au sein de notre groupe le savent, mais pour les moins de 5 cm, je continue à faire de la paire. Et je vous conseille de continuer à faire de la paire. Pour gagner du temps. D'autant plus que l'albendazole au Maroc coûte cher. Et là aussi, c'est un autre rappel. L'albendazole coûte par ailleurs, mais pas 1 euro par jour. Chez nous, l'albendazole coûte cher. Il coûte 20 dirhams pour le générique et à peu près 40 dirhams pour le comprimé x2. Appel, prière de revoir le prix de l'albendazole à la baisse de notre pays. Il ne nous coûte rien par ailleurs. J'ai sillonné le monde. Pérou, en Chine, en Argentine, en Inde, l'albendazole ne coûte rien du tout. Heureusement que notre ministère de la Santé, dans la stratégie que nous avons rédigée il y a bien longtemps sur la lutte contre cette maladie, dans le cadre d'un esprit, ce qu'on appelle intersectoriel, c'est-à-dire ministère de la Santé, de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, l'albendazole a été fourni et il en continue à être fourni dans les hôpitaux, dans les dispensaires des zones de haute prévalence. Il y a encore, vous pouvez trouver de l'albendazole gratuitement
pour les malades qui ont un kyste idiotique dans les zones de haute endémicité. Je parle essentiellement de Moyen Atlas, Afrin, Temehtet, les Hajib. Les centres dans ces zones disposent de l'albendazole pour des malades de manière gratuite. Et ça, c'est un effort louable de notre ministère de la Santé. D'accord, très bien. Une avant-dernière question, professeur, que je pose personnellement des gens et que tout le monde pose, j'imagine, lors des staffs matinaux, quand on a un patient qui est drainé par ses PRE, lorsqu'on a un kyste hydatique fistulisé dans les voies biliaires. Est-ce qu'il faut faire une chirurgie? Est-ce qu'il faut opérer le patient par la suite ou s'abstenir, tout en sachant que la bile est scolicide, c'est-à-dire un kyste hydatique fistulisé inondé par la bile, est bien évidemment mort? Est-ce que c'est vrai? Je vous raconte, ça c'est une belle histoire. C'est quelque chose, au niveau de la Tunisie, on a décrit la première classification de kyste hydatique par Rabi et on a fait les premières paires. Au Maroc, on a traité les premières kystes hydatiques avec fistules biliaires sans les opérer. Et ça, c'est une innovation marocaine. C'est important de le noter. Depuis 2009, j'avais constaté que les kystes qui sont rompus dans les voies biliaires, lorsqu'on les opère, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait un double drainage. On ouvre la voie biliaire, on extrait le membrane hydatique, on extrait les vésicules, on extrait le matériel hydatique. Et on traite la cavité en mettant un drainage. On fait un double drainage interne-externe. Depuis, je me suis dit, puisque avec le cathétérisme, on peut libérer les voies biliaires, et avec le percutané que nous faisons, paire au drainage, on arrive à traiter la cavité, pourquoi pas ne pas traiter cette complication sans opérer les malades? Et depuis, on a commencé à travailler. Ça a demandé des années. Nous sommes en 2028, on a commencé en 2009. Comptez le nombre d'années. Maintenant, on a publié en décembre 2021 à Hépatogastro et on a présenté à la FEF au cours de la même année cette nouvelle technique de traitement. Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le bon sens. Dans les fistules, dans les voies biliaires, il y a deux types de kystes. Fistule simple, ce qu'on appelle fistule occulte. Fistule large, ce qu'on appelle franche. Dans la première, vous n'avez aucun symptôme. Vous partez pour une paire et vous trouvez de la bile dans le kyste. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'on conseille. Vous convertissez en drainage. Vous mettez un drain 12 franches, 10 à 12 franches. Stop. Et vous attendez 14 jours. Si au bout de 14 jours, la fistule, la cavité se rétracte, bien sûr, le malade aura de l'albendazole avant, et cette fois, ce n'est pas un mois, 3 mois après. Si la cavité se rétracte, on a traité le patient sans l'opérer. Si au bout de 14 jours, votre drain que vous avez mis en percutané continue à donner, là, vous allez procéder à une CPRE, sphinctérotomie, pour faire inverser les pressions et avec ça, on va encore optimiser le nombre de malades répondant à cette thérapie. Ça, c'est pour les kystes qui se présentent avec une fistule occulte, c'est-à-dire malades asymptomatiques, sans angiocolite, sans dilatation, sans cholestase. L'autre groupe de patients, ce sont des malades avec fistule biliaire qui vont se présenter dans un autre tableau. Angiocolite, fièvre, ictère, cholestase. Vous faites une écho, vous trouvez une dilatation du voie biliaire intra et extra. Vous faites une IRM, vous allez trouver du matériel donc hydatique dans les voies biliaires. Votre premier geste va être une sphinctérotomie. Après, vous attendez 14 jours. Surtout, n'opérez pas le malade. Ceci, je précise, n'est valable que pour les kystes CE1 et CEE3, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être opérés. Si vous avez un kyste qui est rompu, qui est stade 2, CE2, bien sûr, il ira à la chirurgie après avoir traité la complication. Mais si vous avez un kyste CE1 ou CE3A qui est rompu dans les voies biliaires, que vous allez traiter la complication qui est l'obstruction, que vous avez drainé, que le malade il n'est plus en sepsis, qu'il est malade, il n'y a plus d'obstacles, qu'est-ce qu'il vous reste à traiter? La cavité. Vous regardez la cavité. Si la cavité s'est rétractée au bout de 14 jours, vous allez continuer l'albendazole et vous allez surveiller le malade. Beaucoup de malades peuvent être traités par endoscopie seuls. Si la rupture est totale, il y a beaucoup de publications dans la littérature où le traitement endoscopique seul dans les ruptures franches, le kyste c'est complètement, tout le matériel est parti. Donc, après la sphinctérotomie, donc le kyste est complètement vidé de son contenu et la cavité se rétracte. Si la cavité ne se rétracte pas après traitement endoscopique, vous faites votre écho à J14 et vous trouvez qu'il y a toujours de liquide dans la cavité. Vous mettez un drain 10 franches et vous attendez 14 jours. Si au bout de 14 jours, la fistule s'est fermée, le kyste s'est vidé de contenu, le malade a reçu de l'albendazole, la bile est scolicide, donc on a tous les ingrédients réunis pour pouvoir venir à bout de ce kyste.
Si au bout de 14 jours, après la sphinctérotomie, vous avez mis le drain et le drain continue à donner au-delà de 14 jours, vous n'allez pas garder un malade avec le drain pendant des mois. Vous allez le confier au chirurgien. Et avec ça, vous allez pouvoir traiter, je ne dis pas tous les malades, vous allez pouvoir traiter 4 malades sur 5, c'est-à-dire 80%. Aujourd'hui, malheureusement, dans tous les centres, on continue à opérer ces malades. Moi, je défends l'attitude, ce que j'appelle une attitude, une stratégie séquentielle. On commencera par le percutané lorsqu'il n'y a pas de rupture franche, et je commence par une sphinctérotomie lorsqu'il y a une rupture franche, et après j'inverse si jamais il n'y a pas de bonne évolution, c'est-à-dire la cavité persiste. Et avec ça, je suis sûr et certain, vous allez pouvoir résoudre le problème de manière non chirurgicale chez au moins 80% de vos malades, ce qui n'est pas négligeable. Très bien, d'accord. Alors, ma dernière question pour vous, professeur, donc, portera sur une stratégie efficace et pratique pour éradiquer l'échinococose hydatique. L'échinococose hydatique ne peut pas être éradiquée s'il n'y a pas une politique intersectorielle. Même un intersectoriel, c'est un problème où l'homme que nous sommes, l'être humain, est infecté de manière accidentelle. Vous savez que le cycle de la maladie, c'est le mouton, le chien. Et l'homme est infecté de manière accidentelle. Il faudrait absolument déparasiter l'hôte, qui est le chien. Il faut les chiens qui ont un propriétaire, il faut qu'il leur donne de le praziquantel. Il faut que ces chiens ne soient pas porteurs du parasite. Ce sont ceux qui vont disséminer le parasite aussi bien dans la nature, et c'est en touchant un chien et en mangeant quelque chose qui est infecté par les déchets du chien parce qu'il y a le parasite dedans, où on va attraper. Deuxièmement, il ne faut pas que le chien s'infecte. Et comment le chien s'infecte? C'est en mangeant les viscères contaminés. C'est les abattoirs qui ne sont pas clôturés. C'est les abattages clandestins. Le mouton, et on jette les foies infectés. Le chien va manger, il va s'infecter. Donc, on doit faire de la prévention, le lavage des mains, le déparasitage des chiens qui ont un propriétaire. Les chiens errants, il faudra trouver une solution. Il faudra, je ne dis pas les abattre, mais il faudra les prendre, les mettre des tags et les désinfecter. Et après, les lâcher. J'ai trouvé ça dans plusieurs villes. Par exemple, à Chaoun, ils sont portés de tags, ils sont déparasités. C'est incroyable. Les chiens qui n'ont pas de propriétaire, il faudra les déparasiter. Les chiens qui ont des gens qui s'en occupent, il faut les déparasiter. Comme ça, on peut les garder sans aucun problème. Et il faudrait éviter et contrôler tous les abattoirs pour que les abats où il y a des kystes hydatiques ne soient pas jetés dans la nature et le chien viendra les manger, il va s'infecter de nouveau. S'il n'est pas déparasité. Et bien sûr, l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, il faut manger propre, il faut se laver les mains. Si je dois consommer des légumes ou des fruits, il faut les laver parce qu'il se peut qu'il y ait qu'ils soient infectés par les déchets d'un chien, et comme ça, on aura fait de la prévention. Bien sûr, il faut traiter les malades une fois ils sont infectés, mais je préfère qu'ils ne le sauront pas. Donc vous voyez que c'est basé sur la prévention, et tout ça ne pourra pas être fait sans que les efforts soient fait la main dans la main entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur et les communes. Les communes, parce que ce sont eux qui contrôlent les abattoirs et tout le reste, bien sûr, avec le ministère de l'Agriculture. Voilà un tout petit peu, c'est basé sur la prévention et sur une approche intersectorielle, pas seulement la santé. Très bien, c'est très clair, professeur. Donc, finalement, je tiens à vous remercier au nom de bureau de la SNED pour cette rencontre enrichissante, pour votre temps, ces idées très claires. Donc, espérons vous revoir, Inch'Allah, prochainement pour une nouvelle thématique, Inch'Allah. Moi, je voudrais vous remercier encore une fois, vous souhaiter un plein succès dans cette nouvelle approche, mythe de expert. Je suis sûr et certain que ça va être très bénéfique, et je pense que c'est une initiative qu'il faudra encore multiplier avec d'autres intervenants sur d'autres thématiques. Je vous remercie pour votre invitation encore une fois. Merci à vous aussi.